Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission d'après-course du Bulletin GP. Abdoussal avec vous et je suis accompagné de Jean-Sébastien Barbeau pour revenir sur ce magnifique Grand Prix de Russie. Salut Jean-Sébastien. Salut Abdou. Comment vas-tu? Écoute, je suis excité par le Grand Prix qu'on vient d'avoir. Surtout les 20 derniers tours et encore plus les 8 derniers tours. Oh mon Dieu, quelle course en général, quelle fin de course surtout. Pour une fois que le Grand Prix de Russie nous a offert du spectacle, ce qui n'a pas été le cas depuis toujours en fait. Donc finalement, il a fallu qu'il y ait de la pluie, des pénalités, puis un peu de bottle jobs aussi pour pimenter la course. Donc, je vais vous donner tout de suite les résultats de ce Grand Prix de Russie. Eh bien, mesdames et messieurs, on a assisté à un moment historique. Lewis Hamilton a finalement sa 100e victoire en Formule 1. Il a gagné devant Max Verstappen par plus de 50 secondes. Évidemment, la pluie est venue jouer les troubles faits en fin de course. Donc, Max Verstappen termine deuxième alors qu'il était parti de dernier en fait. Carlos Sainz, parti deuxième, termine troisième sur Ferrari. Daniel Ricciardo, quatrième. Valtteri Bottas, cinquième. Fernando Alonso, sixième. Lando Norris, une septième place, très triste pour lui. Kimi Raikkonen, de retour après avoir manqué 2 courses dues à la COVID-19. 8e, son meilleur résultat de la saison. Sergio Perez, 9e, et George Russell termine 10e et inscrit donc le dernier point disponible. Et oui, Lando Norris a obtenu aussi le point boni pour le meilleur tour en course. Un seul abandon aujourd'hui et c'est Mick Schumacher. Jean-Sébastien, on va aller avec nos évaluations du jour. Alors, ça sera pas simple. J'avais oublié que Raikkonen avait même fini 8e. Ben oui, écoute, je pense que... Il risque même de finir 4e en fait, parce qu'on va y revenir dans un instant, là, mais oui, il risque de marquer 7 points. Oui, écoute, c'est quelque chose. Donc, as-tu tes évaluations post-Grand Prix? Alors, il y en a partout. Hein. Pour une rare fois, généralement, des fois, on a de la misère à trouver un gagnant du jour, un perdant, puis un fait cocasse. Là ça tombe sous le sens. Lewis Hamilton, 100e Grand Prix, un Century. Oui. Quoi dire d'autre? Un des plus grands, sans doute, mais face à peu de compétition, surtout face à un coéquipier souvent beaucoup trop faible pour lui. Donc, il faut quand même donner cet élément-là en perspective. Mais quand même, 100 Grands Prix, 22 Grands Prix par année, c'est sûr qu'on les accumule, mais n'empêche, voilà, 100 Grands Prix. Félicitations. Que dire d'autre? Autre pilote du jour, Max Verstappen, je pense que ça va de soi. Parti dernier, était bloqué en 6e, 7e position jusqu'à la pluie et là, tout d'un coup, a eu beaucoup de chance et s'en sort très bien pour le championnat. Comme maintenant, il a fait ses changements de pièces moteurs pour finir la saison. La grosse question sera maintenant de savoir où Lewis Hamilton prendra ces pénalités pour pouvoir la finir la saison parce que visiblement, il ne pourra pas le finir et on reviendra plus tard dans le balado. Autre belle performance du jour, je pense Carlos Sainz quand même, il a pu maintenir sa partie deuxième, fini troisième, c'est quand même une très bonne performance, ça aurait pu être beaucoup plus difficile que prévu. Mm-hmm. Et l'autre performance du jour, comme je l'ai mentionné il y a un instant, Kimi Raikkonen qui sort de nulle part, a fait une course assez anonyme, mais quand même arrive à finir 8e. Visiblement, si on applique les règlements sportifs, finira 7e parce que Lando Norris devrait recevoir une pénalité au moment où on enregistre le balado. On ne le sait toujours pas, mais a priori, ça sent mauvais pour Lando Norris qui a traversé la ligne d'entrée des puits de droite à gauche. Donc, il était dans la ligne des puits, entré dans la ligne des puits et a été dévié en raison de l'eau et de ses pneus slick et est revenu. Visiblement, ça sera une pénalité. Donc, une pénalité de 5 secondes, il va certainement reculer vers la 8e, voire la 9e place. Contre-performance du jour, Lando Norris et McLaren. Ça allait si bien jusqu'à la pluie et Norris fait à sa tête en décidant de rester. Le pari aurait pu s'avérer gagnant, mais on a vu que 2 tours plus tard, la pluie était juste beaucoup trop forte pour suivre la cadence. C'était une catastrophe.
Donc, ça lui a coûté tout simplement la victoire, visiblement, parce qu'il pouvait résister à Lewis Hamilton. Ça avait l'air de bien tenir. Donc, voilà, tant pis. Autre, peut-être, contre-performance, Russell et Stroll. Stratégie un peu étrange d'avoir fait l'arrêt aussitôt et la voiture allait bien et ils ont inévitablement reculé. Ça a été assez difficile. Russell termine 10e, il va sans doute rester dans les points. Stroll 11e et avec Vettel 12e, là, c'est la soupe à la grimace. Là. C'est assez dommage. L'élément cocasse, que dire d'autre que de l'eau qui tombe depuis du ciel. Ça fait du bien. Abdou, de ton côté? Moi, de mon côté, performance du jour, comme toi, je pense que c'est dur à choisir, mais... Qui d'autre, hein? Qui d'autre? Hamilton, Norris en quelque sorte, pour l'ensemble de la course, Sainz, Verstappen, Raikkonen, mais aussi Fernando Alonso, hein, parce que faut pas oublier, Alonso, à un certain moment, il était dans le top 10 carrément, a fait un bon départ malgré le fait qu'il a décidé de court-circuiter le fameux virage 2 de Sochi au départ, mais a vraiment été dans le coup. Je pense qu'il aurait même pu finir top 5 facilement. Et c'est même, peut-être, ça n'a pas été montré à la télévision, mais il a dépassé Max Verstappen de plein droit. Et ça, je pense que ça a été montré en reprise, si je me souviens bien. Oui. Mais c'était un dépassement legit. Et Verstappen n'a jamais été capable de revenir jusqu'à ce que la pluie arrive. Donc, vraiment, Alonso a fait une très bonne course. Même chose, Kimi Raikkonen, course anonyme, mais profite de l'arrêt au puits pour passer au pneu inter pour grimper en position. Et c'est ce qui lui a permis de marquer 8 points. Est-ce que ce sera une 8e place, pardon? Est-ce que ce sera une 7e? Ça reste à voir. Donc, au moment où on enregistre le balado, on n'a pas encore de nouvelles. Est-ce que même Norris sera sous enquête? Sinon, ma contre-performance du jour, Valtteri Bottas. Aïe. Le wingman en chef. Ouais, écoute. Il y a une chose à faire, hein? Il y a une seule chose à faire. C'était de se défendre contre Max Verstappen et la porte était carrément ouverte. Tu vois, je ne sais pas si tu l'as vu sur Twitter, mais j'ai dit il faudrait que quelqu'un lui apprenne à bien se défendre. Quitte même à avoir Stéphanie Labbé, la gardienne de but. Écoute. Non, moi, quand j'ai vu le dépassement, je me suis dit, ouais, si on avait été un YouTuber sur F1 2021, on aurait dit Valtteri Bottas caught napping. Et voilà. Et c'est carrément ça. He was caught napping. Il dormait, là. C'était effrayant. Ah non, c'est pas possible. Écoute. Et même avant que la pluie n'arrive, il n'était même pas en position de marquer des points. Non. Donc, ça aurait pu être catastrophique pour la lutte au championnat. Même si, de toute façon, Mercedes reste devant Red Bull, mais quand même. Bottas est chanceux de finir en 5e parce que normalement, ça aurait dû être genre une 12e, 13e place. Là. C'est une course complètement anonyme. Exactement. Sinon, la réalisation du Grand Prix de Russie, je l'ai dit aussi sur le compte du bulletin GP sur Twitter, on a manqué beaucoup de trucs en direct. Le dépassement de Norris sur Sainz pour la tête, on l'a manqué. On l'a manqué, il a fallu qu'on retrouve la reprise. Hamilton qui passe Lance Stroll aussi. Ouais. Norris, quand il l'a échappé, on l'a manqué par quelques secondes. Au fameux. La première fois où Norris l'a échappé, on le voit plus, puis on se dit il est où, et on arrive avec le plan juste un peu trop en retard. Il y a un plan d'hélicoptère, on est allé trop tard aussi pour poursuivre un dépassement vers la fin du Grand Prix. Ouais, c'était un peu. C'est un peu compliqué, mais bon, en même temps aussi, la pluie rend la chose beaucoup plus difficile à prédire pour la production télé. Donc, c'est pas si simple, mais dans la première moitié du Grand Prix, c'est vrai que c'était plus difficile. Oui, effectivement. Non, ça a été dur, ça a été vraiment dur à suivre. Et on a beaucoup parlé parlé de Monaco comme étant la pire réalisation de la saison en termes de TV. Russie, ça se rapproche carrément de là, en fait. Ouais, et l'élément cocasse du jour, la pluie ou quelque chose d'autre? La pluie, je te dirais la pluie, oui.
mais l'hymne national, c'est pas l'hymne national parce que... c'est ça. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'hymne national, étant donné que, comme on est un le tribunal mondial du sport, le TAS, le tribunal arbitral du sport retire les droits à la Russie de pouvoir s'identifier comme étant la Russie dans les compétitions sportives, donc on a le droit à de la musique classique. Avec un numéro de ballet, avec la dame sur le piano. Ouais, et c'était du bon Tchaïkovski au moins. Oui, de toute façon, c'est ce que la Russie fait depuis quelques temps maintenant. Aux Jeux Olympiques, on l'a vu, c'était du Tchaïkovski qui jouait. Exact. Ben écoute, Abdou, avançons alors un peu, avançons plus profondément dans le balato, puis parlons un peu des différentes équipes. Je pense que ce serait plus facile si on faisait équipe par équipe, peut-être. Oui, Qu'est-ce que je suis dis? d'accord. Parlons de Mercedes, puis je vais donner la parole tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté, de Mercedes? On a Hamilton qui fait une super performance et Bottas à côté qui fait rien, quoi. Enfin, qui fait rien. Il fait 10 points, mais n'eût été de la pluie, il faisait rien. C'est ça, en fait. Du côté d'Hamilton, ça a été un très mauvais départ. Il a chuté de 2 places, même 3 hein, à un moment donné. Et ensuite, ça a été juste... il n'a pas été en mesure de dépasser les Ricciardo, Stroll, les compagnies, alors que Verstappen gagnait du terrain en arrière. Et au final, quand Verstappen a commencé à avoir de la perte d'adhérence au niveau des pneus, Hamilton a été capable de répliquer. Et heureusement, on n'a pas eu de Bono Mathias is gone ou quelque chose du genre. Il a été capable de contrôler la situation par la suite. Oui, il devait travailler. Il devait travailler aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'était la journée pour travailler et il l'a fait. Évidemment, il a profité aussi du fait que Daniel Ricciardo a eu un arrêt compliqué pour passer devant. Évidemment, le fait que Lance Stroll se soit arrêté bien avant pour essayer de se couvrir pour essayer de revenir devant George Russell, ça l'a aidé aussi. Idem pour Russell aussi qui s'est arrêté quand même tôt. Et de George Russell qui s'est arrêté tôt parce que Russell, son futur coéquipier était 3e. Donc, ça a été un très bon travail. Et évidemment, le fait qu'il ait, ignoré premièrement l'appel de Mercedes de venir s'arrêter pour les pneus intermédiaires, c'était correct. Mais là, ensuite, Mercedes lui a dit, il y a plus de pluie qui arrive, on s'arrête. Et c'est là où la course s'est gagnée, en fait. Tandis que du côté de Bottas, comme on l'a dit, il est chanceux d'avoir fini 5e parce que ça, c'était comme tu l'as dit, 12e, 14e même facilement. Il n'a pas été capable de gagner du terrain. Et en plus, écoute, ton équipe se bat pour le championnat des constructeurs. Un des rivaux directs de ton coéquipier est juste derrière toi. Normalement, tu devrais essayer de lui rendre la vie un peu plus difficile. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas du tout. Non, en effet. Bottas, dans notre petit groupe, nous, en privé, j'ai dit, même Eddie Irvine avait fait mieux sur Villeneuve en 97 au Grand Prix du Japon. Puis ça avait bien marché de son côté à cette époque-là. Bottas, c'était une catastrophe. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le fait que Toto Wolff ait appelé Valtteri Bottas wingman, mais c'est ce qu'il est. C'est un wingman. On le veut aujourd'hui. Il est incapable de résister. On lui a demandé de faire une chose, il ne l'a pas fait. Je me demande même si t'as pas du sabotage rendu là. Non. Dans mon arrière-pensée, je me suis dit, est-ce que c'est pas juste un coup fourré que Valtteri Bottas fait? J'espère que non. Peut-être un jour, on va peut-être l'apprendre. Si c'est le cas, hey, on a l'enregistrement, je pourrais braguer en disant que j'avais raison. Mais cela dit, oh non, Bottas, c'était d'une tristesse en nom. Hamilton, c'est moi où cette voiture dans le trafic est pas aussi performante. On l'a vu. On l'a vu à Monza, c'était pas terrible. On l'a vu encore aujourd'hui, c'est pas terrible. Est-ce que c'est la Mercedes qui est moins bonne qu'avant ou c'est les autres voitures qui sont meilleures? Je pense que c'est les autres voitures qui sont meilleures. Moi, je te dirais c'est plus la voiture, la Mercedes qui est moins bonne parce que là où Mercedes est un peu déficitaire, c'est au niveau du rake. Excusez-moi le terme anglophone, mais c'est le rake qui a
qui jouent en compte. Red Bull a un low rake, tandis que Mercedes et Aston Martin aussi ont un high rake. Donc, oui, c'est la position des pneus arrière, donc la hauteur qu'on donne à la voiture. Là. Ça, regardez, la voiture n'est pas plate. Là. C'est ça. Le derrière lève un peu. Là. C'est ça. Et c'est ça qui désavantage Mercedes et où Red Bull a gagné du terrain. Donc, là, aujourd'hui, Hamilton, comme tu l'as dit, a dû travailler fort, mais c'est un pilote qui est expérimenté. Des courses comme celle-là, il en a vu plusieurs. Oh oui. Et surtout après son erreur en qualification, parce que, disons-le, avoir tapé le mur en qualification, en plus de perdre du temps pour changer l'aileron avant et les pneus sur des conditions qui s'asséchaient rapidement, ça ne l'a pas aidé. Mais, écoute, c'est comme ça qu'on différencie les garçons. Les pilotes intéressants aux multiples champions du monde. Exactement. Voilà. Donc, non, moi, je pense que ça a été quelque chose à voir. Et justement, on va parler de Red Bull. On va revenir sur Verstappen, mais Sergio Perez, ça a été une course autant une bonne course, mais une fin difficile. Oui, c'est une fin difficile. Il finit 9e. Visiblement, il va encore gagner une place. Là. Si on regarde, il est à 3 secondes de Norris. Supposons que Norris a une pénalité, il va finir 8e. Perez a connu un bon rythme de course. On l'a vu faire des bons dépassements. Jusqu'à la pluie, il venait juste de dépasser Ricardo, donc il était 4e ou 5e, quelque chose comme ça dans le classement. Je me disais, à un moment donné, ils vont faire l'appel à Perez en disant perds des places volontairement pour en laisser donner une de plus à ton coéquipier. Là, parce que je le voyais devant Alonso, il était en 5e. Puis là, après, on a plutôt Verstappen qui est en 7e. Je me dis, ils vont le faire sacrifier 2 places là, pour aller chercher un point de plus. Là. Chaque point compte. Là, avec 3 points d'écart au championnat, tout demi-point Belgique 2021 compte. Donc, on va essayer de l'aider un peu. Et non, il continue. Je suis comme, mais ils sont des malades. Ils vont faire perdre des points à Verstappen. Puis finalement, la pluie arrive. C'était compliqué. Je pense qu'on l'a arrêté trop tôt, je ne me trompe pas. Non, j'ai perdu un peu le rythme à la fin, là, ça allait trop vite. Je pense qu'on l'a arrêté trop tôt, c'était un petit peu difficile, mais quand même, il finit à 1 minute 30 de la tête, il finit en 9e place alors qu'il était très bien placé dans le top 5. Et même un podium. Il y avait même un podium qui était potentiellement là à la clé. Visiblement, il aurait eu le podium. Mais non, c'était assez bizarre, mais Perez a connu un bon rythme de course. C'est ce que je m'attends de Perez. C'est un très bon numéro 2. Il est assez solide. Il manque juste la petite touche pour aller un petit peu plus vite, mais c'est peut-être encore la méconnaissance de la voiture. Je suppose que ça va se raffiner encore. Avec 2022, tout va changer, donc je suppose qu'il va pouvoir être un peu plus proche. La mesure sera sans doute plus juste pour déterminer l'écart qu'il a entre Verstappen. Mais Verstappen, par contre, de l'autre côté, a fait la remontée qu'on voulait qu'il fasse. Ouais. Du calque de l'anglicisme, a livré la marchandise jusqu'à atteindre la 6e, 7e place, qui aurait été un résultat très honnête par rapport à la voiture Red Bull, par rapport au circuit qui est Sochi. Puis la pluie est arrivée, et là, il a juste profité du bon moment pour faire l'arrêt et de profiter aussi des malchances de plusieurs pilotes qui n'ont pas su s'arrêter au bon moment, notamment Norris, et pour finir une 2e place. Oui, à 53 secondes, mais bon. On met ça en perspective. Là, la pluie a tout chamboulé, donc finir 2e, s'en sort très, très bien. Il sauve peut-être son championnat avec ça. Ah oui, à la fin de la saison, s'il y a un écart de moins de 5 points entre Verstappen et Hamilton, le championnat, ça sera joué là. Exactement. Même 10 points, en fait. Oui, exact. Et tu parlais de Norris. Je viens de lire qu'il est maintenant sous enquête pour cette histoire d'avoir traversé la ligne des puits sur la ligne blanche. Alors, donc, je ne sais pas si on va voir. Je ne pense pas qu'on va avoir des nouvelles d'ici la fin de l'enregistrement, mais si vous nous écoutez un peu plus tard, on vous annonce que soit Lando Norris a été pénalisé ou il a été blanchi. Mais on verra ça. On mettra la mise à jour sur nos réseaux sociaux. Sinon, moi, de mon côté, tu l'as dit, Verstappen, c'est vraiment une limitation de dégâts. Je me demande, est-ce qu'il aurait pu gagner cette course?
est-ce qu'il aurait pu gagner le Grand Prix de Russie avec le rythme qu'il avait? Je ne pense pas, mais il y avait une peut-être troisième place, pardon, qui était possible, mais ça s'est gâché en fait avec Alonso qui le dépasse. Moi, je pense que si Red Bull voulait vraiment jouer safe, ils auraient dû interchanger les positions. Dès que Perez est sorti après son arrêt au puits assez lent, en fait, ils auraient dû changer les positions et faire en sorte que Perez résiste à Alonso. Ah, certainement, oui. Mais ça n'a pas été fait. Puis, Dieu merci pour la pluie parce que les choses auraient pu être bien différentes pour Red Bull. Alors, vraiment, je crois que Verstappen va être très content de repartir avec 2 points de retard, contrairement à, par exemple, je pense, avant la séquence d'arrêt au puits pour les intermédiaires, je pense Hamilton était deuxième, puis Verstappen était quoi? Sixième? À peu près, oui. Sixième, donc ça aurait été quoi? 11 points, ça aurait été quoi? Un retard de 6 points. Oui. C'est 10 points de différence. C'est ça. Donc, c'est quand même un gros travail réalisé quand même. Et avant l'enregistrement, on parlait du fait que il y a une forme de joker cette année où est-ce qu'il faut prendre une pénalité pour finir la saison parce que il y a beaucoup trop de grands prix par rapport à ce que les pièces moteurs peuvent vivre ou encore les boîtes de vitesse. Donc là, Verstappen, il l'a pris. A priori, il est correct jusqu'à la fin de la saison. On touche du bois, là. Maintenant, c'est au tour d'Hamilton de le faire. C'est ça. Et vu le restant du calendrier, il ne peut pas nécessairement attendre, par exemple, à l'avant-dernière course parce que ce moteur-là sera sans doute trop usé. Donc, il faut qu'il trouve une espèce de sweet spot quelque part entre le prochain Grand Prix qui est la Turquie et, moi, c'est ce que j'estime, au maximum le Brésil. Ouais. Parce qu'après, il ne reste pas assez de Grand Prix parce que le moteur va sans doute être trop usé. Donc, il faut trouver un endroit entre la Turquie et les 2 Grands Prix américains à faire le changement de moteur. Les 3 situations ne sont pas nécessairement faciles. La Turquie, ça peut être aussi une boîte à surprise avec potentiellement de la pluie, comme on a vu l'an passé, parce qu'on est tant en saison. La météo dans ce coin de l'Europe, elle est très changeante. Austin, c'est un pari risqué, c'est assez difficile. C'est un circuit qui peut avantager les Mercedes, mais c'est pas gagné d'avance. Le Mexique, enfin les 3 Grands Prix américains, je devrais plutôt dire. Le Mexique, clairement, ça va désavantager les Mercedes parce qu'on sait que et puis en plus, les Red Bull sont très, très fortes. C'est peut-être là où ça sera la meilleure occasion. L'autre occasion aussi, mais ça devient un peu tard, c'est le Brésil. C'est une vraie boîte à surprise. Il peut pleuvoir, il peut faire beau. Dépasser, c'est facile. Ça peut être une occasion intéressante de faire le changement. Et aussi un truc, Brésil, Verstappen a été très bon lors des 2 dernières éditions. Aussi, c'est un circuit qu'il apprécie beaucoup. Donc là, Verstappen arrive à limiter l'écran en laissant 7 points à Hamilton. Ça serait intéressant de voir au retour, en quelque sorte, lorsque Hamilton va devoir faire la même chose. Si Verstappen arrive à prendre plus que 7 points, c'est une opération qui aura très bien fonctionné. Exact. Parce que moi, je ne sais pas. La Turquie, je ne sais pas. C'est quand même... Parce que même avec la nouvelle génération de voitures, on n'a jamais roulé sur une piste sèche, parce que ça va être la 2e fois. Donc, ça va être un peu plus difficile pour Mercedes de prendre cette option. Donc, est-ce que moi, je pense que ça va être probablement à Austin qui va prendre la pénalité Hamilton. Moi, je pense que ce sera plutôt le Mexique. L'avantage de ça, c'est que ils sont en désavantage par rapport à Red Bull, donc c'est pas plus grave. L'autre avantage, en allant plus tard, ça permet de pouvoir garder ce moteur-là beaucoup plus performant pour les Grands Prix qui vont rester. Donc, comme il y aura moins de courses à faire, on pourra demander à ce moteur beaucoup plus que, par exemple, le Verstappen qui doit faire 7 Grands Prix maintenant. Lui, il pourra en rester genre 4 ou 5 à peu près pour Hamilton. Il y a un avantage, visiblement, qui pourra arriver. Donc, il faut juste trouver vraiment le point de bascule idéal où est-ce qu'on va prendre la pénalité et ça ne va pas trop faire mal. Notamment aux points et aussi aux constructeurs. Il ne faut pas oublier le championnat, il y a quand même 33 points d'écart. Donc, il faut juste trouver le bon moment et ça pourrait jouer en la faveur d'Hamilton, mais c'est assez risqué encore pour le moment.
Tu vois, je viens de tomber sur un tweet de motorsport.com qui dit Vettel be like, congrats Lewis on your 99th win, en référence à Canada 2019. Oh! Blague, là, c'est une blague, Vettel n'a pas dit ça, là, mais. Oui, mais ça pourrait être une blague que Vettel pourrait dire, par exemple. Exactement. Ouais, ça pourrait être le style. Est-ce qu'on parle de. On parle de Ferrari, tiens. Ouais, on va parler de Ferrari, ouais. Parlons de Ferrari, comme Sainz termine troisième. Ouais. Je pense qu'après, on va pouvoir tranquillement augmenter le rythme un peu des équipes. Ensuite, on verra parce qu'il se passe un peu moins de choses. Sainz, super court de sa part deuxième, était capable de dépasser Norris, pris la tête pendant une partie du Grand Prix avant de se faire dépasser par Norris, fait une bonne performance. Le deuxième relais était un peu plus difficile. La pluie lui a permis de pouvoir au moins rattraper un peu parce qu'il était lui aussi un peu loin, mais il arrivait à se placer quand même. Mais une troisième place pour Sainz, c'est une super performance. 15 points pour Ferrari. Il se replace dans la course par rapport à McLaren. Il ne faut pas l'oublier. C'est très utile pour eux. Visiblement, si Norris aussi recule, ça fera quand même aussi perdre quelques points du côté de McLaren. Donc le championnat, au moins pour la troisième place, redevient beaucoup plus excitant qu'il ne l'était à la sortie du précédent Grand Prix ou ce qu'il aurait été à Sochi si la course était arrêtée autour du 45e tour. C'est une super performance pour cette. Ferrari est content, je suis content, la Formule 1 est contente, tout le monde sort de là content. Avec un résultat comme celui-là, il y a des résultats positifs pour les fans de Formule 1, donc je suis assez satisfait. L'autre côté, par contre, du garage pour Leclerc, en 15e place à un tour, a attendu beaucoup trop tard pour faire son changement de pneu. Ça s'est vu, a perdu le contrôle de la voiture à 2 ou 3 reprises. Ça aurait pu très mal finir. Le point positif de la pluie qu'on a eu, c'est qu'il n'y a pas eu de voiture de sécurité. Ça aurait pu très, très mal finir pour beaucoup de pilotes. Pensez à de la pluie. On a tous en tête un Brésil où il pleut. Et il y a un moment donné, quand Norris a eu beaucoup de difficultés sur la pluie, c'était l'orage. C'était plus juste la petite pluie. Je me disais, il y a un moment donné, les voitures vont juste rentrer pour mettre les grosses pluies, là, pour mettre les pneus bleus. Finalement, c'est pas arrivé, mais bon. Mais pour Leclerc, c'est une catastrophe 15e. Ah oui. Et pourtant, c'était pas le super week-end non plus. Mais pourtant, il faisait une bonne course. Il est parti parce qu'il y a un nouveau moteur. Il a dû partir en fond de grille, mais. Après le premier relais, c'était pas génial non plus. Il y avait de la misère à retrouver le pace. Ouais, c'est ça. À un moment donné, oui, il a dépassé Russell, Stroll et compagnie, puis il se rapprochait tranquillement, mais pas sûrement de Verstappen. Mais sinon, ça a été, et comme tu l'as dit, ça, c'est malheureusement typique de Ferrari de rater leur stratégie. Ah oui. Donc, malheureusement, ça a été, c'est ce qu'on a vu en fait. Alors, je crois que Leclerc ça aurait pu être des points très importants parce que je regarde le classement. McLaren est maintenant à 234 contre 216,5. Donc, c'est 18 points. C'est ça, c'est 18 points de retard, 17,5 même sur McLaren. Donc, ces points. C'est jouable. C'est très jouable avec un tiers du championnat à faire. C'est ça, il y a encore des possibilités. Donc, surtout, je te dirais, Turquie, c'est encore une inconnue dans le sens où est-ce que ce sera un circuit qui va les avantager sur une piste sèche. Mexique, Brésil, Austin. Je pense que Brésil, ce serait bon pour Ferrari. Mexique aussi. Grand Prix surprise, Qatar, aucune idée. Ah oui, c'est vrai, on a oublié Qatar. Enfin, Qatar, on s'entend en guillemets, là, avec des astérix. Point d'interrogation total. Arabie Saoudite, point d'interrogation total. Oui. Abu Dhabi avec la nouvelle configuration aussi, bon. Ça ne va pas changer grand-chose. Ça va pas changer grand-chose, mais on verra comment ça va se dérouler. Donc, Ferrari, d'après moi, doit maintenant se retrouver constamment devant McLaren pour pouvoir terminer troisième. Ils ont le talent pour. Ils ont les pilotes pour. Ah oui, puis ce qu'on avait avec Carlos Sainz aujourd'hui, excellent. Oui. Il a été excellent et malheureusement, ce que je pense, c'est la stratégie qui a ruiné probablement une chance de victoire pour Sainz, carrément. Oui. Tiens, j'ai une colle pour toi. Des deux pilotes Ferrari actuellement, entre Sainz et Leclerc, lequel des deux a le plus de chance de devenir un jour champion du monde?
Ouh, c'est une très bonne question, ça. Moi, je suis pas sûr que c'est Leclerc. Moi non plus. Moi, je pense Carlos Sainz parce que des deux, c'est le plus constant. Il est capable de maximiser le plus. Même quand ça va mal, il est capable de faire du mieux qu'il peut. Ouais. Tandis que Leclerc, il faut juste qu'il améliore. Il est bon, il est constant aussi, Pas mais toujours. pas toujours, Pas d'accord? toujours. Il manque le petit dixième. Oui, mais autre chose aussi, qu'il règle ses premiers tours. Quand il ne fait pas de bêtises. Parce que Ouais. ça se fait à plusieurs reprises. Mais sinon, moi, je pense que j'opterais plus pour un. J'opterais plus pour un Carlos Sainz. Mais On dirait qu'il y en a plus dans le ventre. ouais. Mais comme tu as dit, c'est une très bonne colle. Ouais, c'est Ah dur ouais. ça. Ça, là, elle est dure. Est-ce qu'on parle de McLaren cette fois? Oh God. Euh, des deux côtés du paddock, des deux côtés du garage, le résultat n'est pas intéressant. Évidemment, pour Norris, qui a beaucoup trop attendu en rentrant au puits, il a fait le tour de trop. Le tour où Hamilton est rentré, Norris aurait dû rentrer. Mhm. À ce tour-là, à être McLaren, j'aurais tout fait pour faire rentrer Lando Norris, qui a connu une excellente course. À mon avis, il aurait résisté à Lewis Hamilton, n'eût été de la pluie. S'il n'y avait pas eu de pluie, Lando Norris aurait gagné ce Grand Prix. À mon avis, ça me semblait assez clair. Mais bon, Ex- je sais que tu n'es pas d'accord avec moi. Ah, OK. Non, je pensais ouais, que. moi, je pense que. Ben, tu vois, moi, je vois ça comme. Je suis un peu ambivalent parce que, évidemment, je me sens mal pour Lando parce que ça aurait pu être une belle victoire, la première. Mais en même temps, je pense que il s'est tiré dans le pied. Ah oui. Il s'est tiré dans le pied, puis c'est pas le seul. Tu C'est vois, le manque d'expérience. C'est ça. Même Charles Leclerc aussi, on en parlait tantôt. Euh, les deux ont juste dit non, je ne vais pas rentrer tout de suite. Je vais garder les pneus slick jusqu'à la fin, puis ils se sont fait prendre. Mais en même temps, je me dis, est-ce que McLaren aurait dû insister? Tout le monde a regardé les radars météo pour. Et en plus, il y avait un super indice. Encore une fois, je fais une référence au jeu de Formule 1. DRS Disable. Voilà. Tu le sais que quand ce truc-là n'est plus actif, c'est le temps de rentrer. Exact. Et donc, moi, j'ai tout de suite pensé à F1 2021 en me disant oh, faut rentrer. Maintenant, ils viennent de le dire. Tout le monde rentre, évidemment. Ouais, non. Ouais. Norris, une catastrophe. Il faut aussi parler de Ricardo. Il finit quatrième, 12 points. Génial. Mais ce Oui. premier arrêt au puits. Oh, Oh! Incapable d'activer la lumière verte pour dire que tout est correct. Ricardo aurait pu finir sur le podium. Il aurait pu finir même deuxième. ouais. Top 5. Moi, le top 5 Top pour moi. 5, ouais. Mais il aurait pu finir peut-être même sur le podium. Oh oui, carrément. Mais quatrième, il va pas s'en plaindre non plus. Mais Non, il ne va pas s'en plaindre, heureusement, mais en raison de la pluie, mais pendant la course sur sec, oh, ça faisait mal. Ça faisait très, très mal de voir cet arrêt-là parce que Ricardo connaissait quand même, somme toute, une bonne course. Il était dans le trafic, arrivait à faire des dépassements. C'était assez intéressant. C'est une voiture qui est visiblement très bonne. On le sait maintenant, là, on vient de finir les 2 tiers du championnat, mais cette voiture en a beaucoup et je pense que là, Ricardo est à l'aise avec la voiture enfin. Là. enfin, Il a finalement. trouvé son déblocage. Là, on le sait, ça fait 2 ou 3 grands prix là, qui étaient sur le point, là, mais depuis la victoire, on sait que ça l'a transformé. Là. Depuis le week-end à Monza, là, il a trouvé ses aises avec la voiture. Tant mieux. Et je pense que pour la suite, ça va être très intéressant pour lui. Ah oui, exactement. Moi, je pense que. Il y a quand même eu, malgré une saison difficile, il a quand même eu quelques éclats. Je pense entre autres à Silverstone. Mm-hmm. France aussi, contre toute attente. France aussi avec des éclats. Donc, je pense que, effectivement, comme tu l'as dit, Monza, c'est vraiment le moment où il a finalement compris comment la voiture fonctionne. Sochi Mm. aussi, c'est un circuit qui est clairement avantagé la McLaren à cause des lignes droites et des virages un peu à moyenne/haute vitesse aussi.
Donc, et je l'ai trouvé très compétitif en plus. Donc, ça a été bien. Peut-être l'écart entre McLaren et Ferrari aurait été beaucoup plus gros si la course était terminée sur piste sèche. Mais vraiment, vraiment une belle course de la part de Ricciardo, quand même, en dépit de cet arrêt au puits horribilis. Oui. Voilà. Allons du côté de Alpine. Je pense que ça va aller assez vite. Du côté de Ocon, course anonyme, on l'a pratiquement pas vu. C'était difficile. Ouais. Alonso, c'est l'Alonso des beaux jours, à mon avis. Oh, oui. Il a tiré le maximum de cette voiture. On l'a vu assez régulièrement, bien en avant, a bien conservé ses pneus, a fait un arrêt très tardif. Sa 6e place est entièrement méritée. Je pense qu'il y a peu d'autres choses à dire. C'est une belle course d'Alonso. Oh, oui. C'était sa meilleure qualification aussi en 7 ans. En plus, donc t'imagines à quel point c'est un circuit qu'il aime en plus. Donc, c'est une bonne chose au final pour Alonso. Comme on l'a dit, le dépassement sur Max Verstappen aurait pu être capital si la course était terminée sur une piste sèche aussi. Capable de se distancer même de Verstappen. Donc non, vraiment, je pense qu'Alonso... je me souviens pas si on avait dit qu'Alonso allait en arracher là, dans nos récents épisodes, mais force est d'admettre qu'Alonso, finalement, là, c'est juste un nombre. Alonso en a encore dans le ventre. Oh oui, il veut. Oh oui, il le veut. Tu te rends compte finalement, toutes les déclarations, je me rends compte au fil des années, toutes les déclarations qu'il dit, c'est pas parce qu'il est arrogant ou quoi que ce soit, c'est parce que le gars, il est confiant, il sait, il a cette rage de vaincre. Oui, il connaît son talent, contrairement à des pilotes qui sont arrogants naturellement. Lui, il connaît qu'il en a. Et je me demande même maintenant jusqu'à quel âge il va prendre sa retraite. J'ai l'impression que c'est notre Jaromir Jagr de la Formule 1. Voilà, oui. Jaromir Jagr, oui. Oui, il va pouvoir durer longtemps. J'allais dire quelque chose, mais... Hey, si on descend juste un petit peu plus dans le classement, il faut parler ensuite de Raikkonen parce que c'est l'équipe suivante qui nous suit. Alfa Romeo, super performance pour Raikkonen. On le dit encore, on attend la décision des commissaires de course. Raikkonen pourrait finir 7e avec 7 points. Pour le moment, il est 8e avec 4 points. Quelle performance! Oui. Ben, on l'a pas beaucoup vu. Il partait 13e. On l'a pas vu, point. On l'a pas vu, mais... J'ai complètement oublié qu'il existait. Oui, carrément. Mais force est d'admettre quand même que la décision d'être un des premiers à s'arrêter pour les pneus intermédiaires a énormément rapporté quand même. Oui. Alors ça, c'est ce qui a joué en sa faveur. Du côté d'Antonio Giovinazzi, j'ai carrément oublié qu'il était dans la course. Oui, c'est pas une course qui va l'aider pour essayer de garder le volant parce que c'est le seul pilote qui ne sait pas s'il revient l'année prochaine. Exactement. En fait, tout va dépendre de Guan Yu Zhou et de ses performances en forme. Et ses 30 millions d'euros. Ah ouais, ben écoute, déjà, son tête à queue lors de la course d'hier, avant même la course, Zhou ne l'a pas grandement aidé. Non, c'est vrai. Quand même, voyons voir qu'est-ce qu'il va donner par la suite, mais vraiment, Giovinazzi, pas fameux. Pas fameux aujourd'hui. On va parler de Aston Martin. Il y avait tellement d'espoir pour Lance Stroll, mais encore une fois, stratégie. Arrêt trop hâtif? Trop hâtif. A voulu répondre à George Russell. Je pense que ça a été compliqué. En plus de cela, je viens pendant qu'on parle, j'ai une vidéo devant moi de la caméra embarquée de Stroll où il sort de piste et ensuite essaye de garder sa voiture dans les limites de la piste et revient côte à côte avec Vettel. Les deux se touchent, pas une mais 2 fois. Je pense que c'est au virage 11. Mais... Et en plus, il a fait pas un, mais 2 têtes à queue. Écoute, c'est dommage. Et il aurait pu marquer des gros points pour Aston Martin. C'était sa chance
C'était sa chance de finalement avoir un meilleur résultat que je pense 7e, mais vraiment là. Fait une course très décevante pour Lance Stroll. Tandis que pour Sébastien Vettel, écoute, il était tout simplement pas là. Soyons honnêtes, il n'était pas là du tout. Non, c'était difficile pour Sébastien Vettel. On l'a pas vu. C'était pas la performance la plus glam, surtout parce que c'est le dernier Grand Prix avant la sortie du prochain James Bond, disons-le. On a vu une super performance de sa part dans le pré-Grand Prix sur Sky Sports, notamment avec les petites manivelles, enfin les petits tours de passe-passe avec les Aston Martin DB8 qui leur étaient soumises à lui et à son coéquipier pour faire des petits tricks comme ça là, sur une piste. C'était assez intéressant, mais non, Vettel, c'était pas son meilleur jour. Et je me trompe pas, Vettel aussi, c'est pas son circuit préféré, loin de là. Il n'a jamais connu de très bons résultats, donc vraiment, comme plusieurs autres, ni bon, ni totalement mauvais. C'est juste qu'on ne l'a pas vu. Il n'a pas fait grand-chose pendant le Grand Prix. Non, exact. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va se dire dans les... est-ce que je pense pas qu'il va y avoir d'animosité. Je pense que je regarde en ce moment le clip dans la caméra embarquée de Vettel. Je pense que c'était juste un malentendu. C'est rien de tel. En plus, il pleuvait, donc je pense que on pourrait pas vraiment blâmer les deux en fait sur l'action, mais quand même, moi pour Lance Stroll là, on parle de Bottas comme étant le grand perdant. Stroll en est un aussi là, dans les circonstances. Oui, c'est clairement. Du côté de Williams, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire à propos de Russell? Mauvaise stratégie, arrêté trop tôt et après pris en plein milieu du trafic et il ne s'est rien passé. Ouais. Et quant à... Oh non, vas-y. Je sais pas. Moi, je te dirais, je suis d'accord avec toi. Je pense que ceux qui s'attendaient à voir George Russell monter sur le podium rêvaient bien gros. Là. Non. Parce que l'année prochaine, il est sur les podiums, pas aujourd'hui. Ah non, pas aujourd'hui. À moi, évidemment. Si on exclut Belgique, là. Oui, bien sûr. Mais sinon, c'est juste, la Williams n'avait pas de rythme. Je regarde même Nicolas Latifi. Latifi n'a même pas fini. C'est ça, on n'a même pas... J'ai même pas vu arrêter. Il n'y a personne qui l'a vu. Arrêté avant que la pluie commence. Ben oui. Donc, tu vois, même à ça, même avant l'abandon, Latifi reculait. Oui. Et pourtant, il avait un nouveau moteur. Donc, je pense que la Williams... Russell marque un point, fine. Mais la décision de vouloir s'arrêter en premier, that was absolutely dreadful. Ah oui, non, c'était une catastrophe. Ah non. C'est peut-être ça qui a ruiné. C'est ça qui a ruiné, en fait, un peu la course de Russell. Ouais. Mais il y a pire. Alpha Tauri. Oh my God! Gasly qui s'est arrêté beaucoup trop tard, comme les autres, sous la pluie, mais qui connaissait une course pas géniale, à mon souvenir. Et Tsunoda, encore une fois, anonyme parmi les anonymes. Là. Donc, il y a le club des anonymes. Il y avait le groupe Eto, un peu comme on dit en cyclisme. Latifi, Tsunoda, Vettel, on les a pas vus du Grand Prix. Mais Gasly, ça allait pas si mauvais, mais c'est arrêté trop tard. Manque d'expérience. L'équipe qui n'a pas prévu la pluie comme il faut. Ça donne une 13e place. Alors que ça aurait pu être dans le top 10. Exact. Ah oui. Et surtout, Gasly qui s'est mal qualifié, on va se le dire. Il s'est mal qualifié hier. Ouais, oui. Hier, avec la pluie, c'est jamais facile. Ouais, mais écoute, et ça vient de la même écurie qui a mis Gasly sur des pneus pluie sur une piste sèche en Allemagne 2018. Ah oui, c'est vrai. Puis finalement, il nous reste une seule équipe.
les Haas. Point positif, ils se sont fait prendre leur premier tour de retard autour du 30e tour, juste avant que juste avant que Mick ait à devoir s'arrêter suite à un problème sur la voiture, visiblement. Mais les Haas avaient un certain rythme aujourd'hui. Mais il faut dire aussi que c'était pas les Mercedes qui menaient. C'est ça. C'est vrai. Mais c'est réconfortant. C'est un léger pas en avant. Bon, Schumacher, c'est dommage, il abandonne. Mazepin, bof, il n'a pas fait grand-chose, mais... Il était devant Mick Schumacher pendant une bonne partie du Grand Prix quand même. Il était autour de la 16e, 17e place. Il était devant certaines voitures. Ouais, ça, il faut le reconnaître. Mazepin a eu une légère bonne, je vais dire, une bonne journée au travail. Oui, c'est une bonne journée au travail, parce que vu le restant du temps, ce qu'il connaît ou sa réputation, ça fait partie des très bons Grands Prix pour Mazepin. C'est ça. Oui, voilà. Il faut quand même, je sais que, comme tu l'as dit, il n'a pas une bonne réputation, mais il faut quand même lui donner cela. La voiture est exécrable. Et c'est ça. Il peut pas. Et il a même dit dans le podcast F1 Beyond the Grid, actuellement, Schumacher, c'est le seul rival, c'est son seul rival actuellement parce qu'il n'est pas capable de rivaliser. En fait, il n'est même plus capable de rivaliser contre les Williams. Donc. C'est dommage pour Mick Schumacher parce qu'il est bien meilleur que lui. Donc, lui, Schumacher roule tout seul. Il n'a pas de rivaux en piste. C'est ça. Donc, chaque fois qu'il finit devant Schumacher, c'est une victoire en soi. Oui. Et aujourd'hui, c'en est une. Donc, il faut être honnête. Il faut être vraiment honnête. C'est un bon résultat pour Mazepin, en quelque sorte. Qu'est-ce qui va advenir pour la suite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va le prendre tel quel. Oui, clairement. Ah oui. On va parler un peu de Formule 2, Formule 3, en fait, de donner un peu les résultats des courses, surtout en Formule 2. On parlait justement de Guan Yu Zhou. Ce ne sera pas bien long, je vais vous sortir les résultats parce qu'on avait la Formule 2 et la Formule 3. Dan Ticktum qui a gagné la course sprint. Et surtout du fait que les deux Univirtuosi ont été éliminés même avant la course parce que Zhou a fait un tête à queue, n'a pas pu prendre part à la course. Et je ne sais pas si tu as vu l'accident de Felipe Drugovich sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. J'ai rien vu de la Formule 2, Formule 3. Ah, c'était assez sévère. C'était assez sévère comme accident, mais heureusement. Et en plus, il n'a même pas pris part à la course la course principale parce que justement, il se sentait pas bien. Mais sinon, Dan Ticktum, celui que beaucoup surnomment l'enfant terrible de la course automobile, et on pensait que c'était Nicolas Mazepin qui avait ce titre peu enviable. Ouais. Mais tu vois, Dan Ticktum est talentueux au moins. Il est talentueux. Et donc Nicolas Mazepin, lui aussi s'est fait dépasser. Eh oui, exactement. Donc, oui, Mazepin. Dan Ticktum. Dan Ticktum a gagné devant Yuri Vips et Robert Schwartzman. Donc, un podium à la maison pour Schwartzman. Et dans la course principale qui a eu lieu ce matin, Oscar Piastri a gagné sur Prema devant Théo Pourchaire et Han Daruvala sur Carlin. Ouais, c'est dommage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont probablement spammé le compte de Alfa Romeo pour leur dire allez prendre ce Piastri. Il est bon, mais je pense pas qu'il est encore prêt. Je vais faire jouer l'avocat du diable. C'est trop tôt pour l'envoyer en Formule 1. Dis donc, Yuri Vips, il a un potentiel pour la Formule 1 ou pas? Il en avait, mais je pense que il n'a pas... Il a montré certains éclats, mais je pense que c'est un peu perdu, à moins que Pierre Gasly, d'ici 2022, décide soit de quitter l'univers Red Bull ou de retourner chez Red Bull Racing. Mais je pense que ça va être Liam Lawson qui va passer devant Vips. Bon. C'est dommage. C'est dommage pour Vips. J'aurais bien aimé le voir en Formule 1. Mais écoute, ça peut être soit Lawson et même
le nouveau champion de Formule 3, Dennis Hauger. Ah oui, il est bon ce point. Il est bon. Il est bon. Parce que quand on regarde les palmarès de champions de Formule 3, presque tous ont atteint la Formule 1. Ouais. Je crois qu'il y en a un ou deux. Et ceux qui l'atteignent, dans le nombre, la moitié on connaît une bonne carrière. On oubliera Esteban Gutiérrez, par exemple, qui a connu une carrière de mi-teinte, mais on a un Charles Leclerc, on a tous les autres qu'on a envie de voir encore aujourd'hui qui ont passé par la Formule 3. Oui, exactement. Et je vais te dire, Gutiérrez, oui. Champion 2010. Le premier champion, évidemment, j'ai inclus GP3 parce que c'est. Oui, parce qu'il y a eu le rebranding ensuite, mais à partir de 2010, on a une bonne idée. Donc, Gutiérrez. Valtteri Bottas en 2011. Oui. Mitch Evans, qui est maintenant en Formule. Moi, je pense que Mitch Evans aurait bien pu atterrir en Formule 1 aussi, mais. À l'époque, c'était difficile. C'était très difficile, mais il fait bien en Formule électrique. Oui. 2013, Daniel Kvyat. Okay, 2014. Oui. 2014, Alex Lynn, qui était en lutte avec Lance Stroll pour obtenir le volant chez Williams en 2017. Mais les postes pour l'année 2015 étaient assez difficiles aussi, donc à partir de là, c'était un petit peu fermé. Exact. 2015, Esteban Ocon. Oui. Je m'attends pas à ce qu'il dure encore longtemps en Formule 1, tu vois. Moi, je m'attends à ce que, par exemple, un Ocon finisse par lever des pattes et que ce soit ensuite sans doute un Pierre Gasly qui prenne la place. Ouais. Avec peut-être un Piastri. Oui, non. Oh, c'est pas faux, ça. Ouais, parce je pense qu'il appartient à la... Il appartient à Alpine, oui. OK. Il appartient à Alpine. 2016, Charles Leclerc. Oh oui, ben là. 2017, George Russell. Qui d'autre? Futur champion du monde? Eh oui. 2018, malheureusement, Antoine Hubert. Ah ben ça, on pense à lui. Ouais, écoute, moi je pense qu'il aurait pu... Il aurait été en Formule 1, lui. Il aurait été en Formule 1, malheureusement. Ouais. Sinon, 2019, du côté de la Formule 3, ben, on a Robert Schwartzman. Qui fait une bonne carrière en F2. Oui. 2020, Oscar Piastri. Trop jeune encore, mais on sait qu'il va finir par monter en Formule 1, lui aussi. Et Denis Hauger, qui a été sacré champion cette fin de semaine. Donc, grosso modo, gagner la Formule 3, là, ça promet. Ça promet. Ça veut dire que on ne gagne pas le championnat de nulle part. C'est pas par hasard qu'on gagne le championnat de Formule 3. C'est ça. Et tu ajoutes aussi ceux qui ont gagné dans l'ancienne version de la Formule 3, la Formule 3 européenne. Oui, là, Nico Rosberg, il y a le plateau historique. Exactement. Donc, c'est quand même un excellent tremplin quand même pour faire le saut. Non seulement pour prouver que tu es bon en Formule 2, mais aussi pour tes ambitions futures en Formule 1. Donc, le plateau chez Red Bull est quand même intéressant parce que oui, il y a Denis Hauger, mais je donne encore un peu de temps à Jack Doohan, qui est le fils de Mick Doohan, légendaire motocycliste. Et je lui donne encore un peu de temps, mais je le trouve quand même bon. Il a même gagné la course 3 ce matin aussi. Alors, je crois à ses chances, mais je lui donne encore un peu de temps. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, Jack Doohan a gagné la course 3 ce matin devant Frédéric Vesti, qui appartient à Mercedes, et le franco-britannique Clément Novalak chez Trident. Et lors de la course de vendredi, qui avait été... la course à l'origine était prévue pour samedi, mais à cause de la forte pluie qui a eu lieu, ils ont devancé la course à vendredi. Donc, c'est Logan Sargent, pilote américain, vice-champion de la Formule 3 la saison dernière, qui a gagné devant Hauger, et le Français Victor Martins. Donc, voilà pour la Formule 2. La prochaine épreuve, c'est à Jeddah. Donc, ça va être au mois de décembre. Et la saison est maintenant terminée pour Sochi, puisque à l'origine, la Formule 3 devait aller aux États-Unis, mais la course a été tout simplement... le rendez-vous a été tout simplement annulé. Donc, pour le Grand Prix des États-Unis, il reste juste, en fait,
la Formule 2 et la Série W qui va avoir un programme double à Austin dans un mois. Donc, et présentement, on n'a toujours pas de nouvelles concernant Lando Norris. Non, je regardais aussi et il n'y a rien qui est tombé. Donc, si vous écoutez le balado, vous savez s'il y a pénalité ou non. A priori, moi, je dis qu'il y a pénalité. Hot take. Ah, ouais. Oh, OK. Donc, on va voir. Et aussi, il y a Will Buxton qui vient de tweeter comme quoi Antonio Giovinazzi, en fait, n'avait même pas de radio. Oh, God. Pendant toute la course. Oh. Bon, OK. Ça le pardonne pour sa course difficile sous la pluie, notamment. C'est ça. Ouais, on va le pardonner. Le rêve pour Kimi Räikkönen. Oui, ce sera un rêve, mais en même temps. Ben, le cauchemar pour nous parce qu'il n'y a pas de commentaire de Kimi Räikkönen. Écoute, autant profiter. Oui. Donc, et aussi rappeler que, bon, si vous regardez, si vous écoutez le podcast avant, bon, si j'ai réussi à finir le tout avant 3h30, heure du Québec, 21h30, ben, il y a la course IndyCar aussi, la dernière course de la saison à Long Beach. Donc, il y a 3 pilotes qui se battent pour le titre. Alex Palou, Pato O'Ward, qu'on va voir à Abu Dhabi après la saison lorsqu'il va faire ses essais avec McLaren, et Joseph Newgarden, qui a déjà gagné le championnat. Donc, ça va être une course excitante. Et ne me cherchez pas, je ne serai pas disponible à 15h30, heure du Québec. Donc, on souhaite la bonne chance à ces 3 pilotes pour le championnat. Et en plus, Rinus VeeKay va revenir avec Ed Carpenter Racing. Puis ça, je suis super content. C'est tout. Donc, ceci complète l'épisode du bulletin GP, l'après-course du Grand Prix de Russie. On est disponible sur Facebook, Twitter et Instagram @le bulletin GP. Évidemment, on a notre site bulletingp.com. On est aussi disponible. Et aussi, il y a le groupe Facebook F1 Québec qui est un groupe privé avec plein de discussions. Un salut particulier à Julien Légaré-Turcotte, François Carignan, et toute l'équipe de modérateurs qui s'occupe de ce groupe avec brio. Alors, si vous voulez vous joindre, tapez F1 Québec sur Facebook et bienvenue dans la discussion. Sinon, cet épisode sera disponible sur YouTube, comme ça l'est en ce moment. Et la balado est disponible sur toutes les plateformes de podcast préférées. Alors, Jean-Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là. Un plaisir et à bientôt. Exactement. Donc, notre prochain rendez-vous, c'est le Grand Prix de Turquie dans 2 semaines. Et j'espère que ce sera une bonne parce que non seulement c'est l'Action de grâce, mais aussi ce sera est-ce qu'on dit avant-dernier tour de piste pour la vingtaine ou le dernier tour parce que à partir de vendredi, j'entre dans la dernier tour de la vingtaine. Ouais. Oui, voilà, on va garder ce silence-là. Une pensée pour la vingtaine. Sur ce, merci d'avoir été là. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve jeudi pour le podcast traditionnel et le 10 octobre pour l'émission d'après-course du bulletin GP. Salut tout le monde!